Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 98. Et dans cette chronique, je vais traiter du sujet concernant le cosmopolitisme, ce que certains appellent le mondialisme ou le globalisme. Alors, pour essayer de ne pas sortir des sentiers battus de la pensée que nous avons aujourd'hui en notre possession, je vais essayer, bien entendu, d'une façon technique, d'expliquer ce qu'est le cosmopolitisme et comment ce cosmopolitisme fait partie de ces notions dont les usages sont de plus en plus fréquents, aussi bien chez ses détracteurs que chez ses apologétistes, également dans la littérature sociologique concernant les nouvelles formes. Je prends le cas par exemple, le cosmopolitisme devient de plus en plus important chez nos financiers, nos commerçants multiproduits, prenant en compte les nouvelles donnes, les nouvelles doxas, comme par exemple les nouvelles formes migratoires, qui sont bien entendu à l'œuvre dans notre société. Alors, celles-ci se caractérisent, je dirais, par des circulations intenses, aussi bien des biens et des capitaux, mais sans oublier, bien entendu, une des conséquences évidentes des personnes. Alors, cela, on pourrait considérer que toute cette structure, suivant des réseaux plus ou moins structurés et dont, je dirais, l'efficacité économique engendre des rapports sociaux innovants sur des territoires parcourus. Alors, il faut être honnête, quand on interroge différents experts avec différentes pensées politiques ou économiques, on peut considérer que ce terme reste cependant mal défini, du moins comme catégorie analytique. Souvent, on peut considérer alors qu'il a servi à traiter selon les zones d'intérêt des questions de justification, également de questions philosophiques à l'appui, des situations historiques, et que je dirais même il a récemment été convoqué dans le champ des sciences sociales pour décrire ces nouveaux entrepreneurs migrants qui jouent de flexibilité et de mobilité pour se tenir entre plusieurs mondes. Alors, la rançon de la gloire, c'est qu'effectivement beaucoup s'enrichissent et je dirais également le revers de la médaille, souvent, le plus souvent, au détriment des nations et des individus qui ma foi, ne sont pas dans cette, je dirais, dans cette doxa. Alors aussi évocateur que soit-il, je dirais, on peut se demander dans quelle mesure il sert l'analyse sociale et s'il n'est pas trop chargé d'ambiguïté. Prenons par exemple le registre de la philosophie que je viens d'expliciter. On attribue l'apparition du cosmopolitisme à l'époque hellénistique, période qui voit la dissolution des anciens cadres politiques et de l'émergence de solidarités nouvelles suite aux conquêtes d'Alexandre. Pour les stoïciens, l'individualisme va de pair avec une conviction cosmopolite qui dépasse avec indifférence le milieu social immédiat de l'individu. Dès lors, comme le précise la Plantine et Nous, dans leur conception de la société pour laquelle la police doit devenir une cosmopolis, je dis la police, j'entends bien entendu, je parle du peuple. Le cosmopolis, sachons déjà décortiquer le mot, c'est citoyen du monde, tel qu'on pourrait le
traduire d'une façon moderne, et le peuple sans frontières, si on peut le traduire d'une façon, je dirais, épistémologique. Selon eux, bien entendu, ce qui est une conséquence immanente, cette perspective, nous pouvons considérer que les frontières sont dépassées selon cette notion, et dont la notion d'étranger est alors superflue. N'oublions pas que la plupart de ces commerçants dans le monde se soucient très peu de savoir quel est le client, qu'il soit sans papier, qu'il soit régularisé ou qu'il soit national. Alors, dans la perspective kantienne, le droit cosmopolitique est le droit à la surface, lequel, je dirais même, appartient à l'espèce humaine tout entière, que nous apprend effectivement Kant. Ce droit universel, valable pour tous sur la Terre, il entraîne un droit de visite qui ne souffre d'aucune restriction, qu'on qualifiera le droit d'hospitalité universelle. Derrida, par exemple, reprendra dans son texte, je dirais, les cosmopolites de tous les pays, encore un effort. Projet kantien, mais en critiquant les restrictions apportées par Kant, à savoir ce qui s'élève, s'édifie, voire même s'érige au-dessus du sol. C'est-à-dire, pour Derrida, l'institution de la limite comme frontière, nation, État, etc., les conséquences en sont que le droit de résidence est exclu et qu'il ne dépend que des États. Il en appelle à l'expérience des villes refuges qui infléchiraient la politique des États et qui serait finalement au fond le lieu de l'expérimentation d'un droit et d'une démocratie à en devenir. Alors l'institution de ville-refuge, selon Derrida, appelle de ses voeux, autoriserait l'accueil des étrangers en général sans restriction. Alors tous ces braves individus qui effectivement sont tout à fait d'accord dans un point de convergence, que ce soit les capitalistes ou que ce soit, je dirais, les libéraux de la globalisation de marché, qui sont plus soucieux de vendre plutôt que d'avoir une approche, de savoir quel est l'acheteur, et qui en définitive ont besoin plus d'éclatement de frontières, plus de passage des marchandises, afin que multitude de gens consomment ce que avait en son temps défini de Benetton, où tous les chemins doivent mener à ma caisse. Donc en définitive, aujourd'hui, ces gens appellent à une multitude de conceptions, en oubliant que tous ces individus qui circulant dans différentes nations sont aussi ce qu'on appelle des individus portant des traditions, voire même une religion. Alors, puisque, effectivement, selon leur conception, et en cela ils sont tous en accord, et qu'il ne doit pas y avoir de restrictions. Prenons par exemple en histoire, la notion de cosmopolitisme renvoie souvent à des formes d'urbanité, où je dirais que les identités communautaires dominent, sorte de melting pot de cultures fondées, et encore je mettrai un bémol là-dessus, puisque le melting pot, en définitive, n'est qu'un mot pour essayer de définir une multiculture, mais quand on sait que différentes cultures, quand elles vivent ensemble, ont tendance à se concurrencer, et malheureusement pas dans des points positifs, pour ne laisser que finalement, au fond, le triomphe de la culture la plus dominante, ou je dirais même la plus forte. Alors même si, effectivement, tout cela, dans bonne entente, cela serait fondé sur de la tolérance et la faiblesse, malheureusement, du sentiment d'appartenance nationale, c'est ainsi que, je dirais, est présentée
l'Alexandrie du début du XXe siècle, où se retrouvent des populations venues de Méditerranée, avant que la guerre n'éclate et ne vienne modifier les rapports entre les ressortissants étrangers et leur patrie. D'autres villes, dans l'histoire, rappelez-vous, ont pu symboliser, je dirais, cette ouverture, non sans conflit, et c'est souvent, bien entendu, euh, les responsabilités de ceux qui propagent ce genre d'idées, en gommant la réalité existentielle. Je dirais que même si cette ouverture est non sans conflit, à une fédération des communautés, Tunis par exemple à l'époque coloniale ou la Salonique, au tournant du XXe siècle, et bien d'autres encore, tels que par exemple Byzance ou la Vienne de 1900, je dirais plus récemment, pour ne pas aller trop loin dans l'histoire, le terme cosmopolitisme a connu une diffusion dans la littérature sociologique, notamment avec les travaux sur les échanges marchands. Et je pense que le cosmopolitisme ne peut pas être dissocié de sa fonction commerciale. Et la problématique de la mondialisation, prenons par exemple le cas d'espèce la figure de l'étranger comme commerçant cosmopolite, à laquelle se réfèrent les auteurs, nous vient de l'analyse simélienne, non possesseur du sol, l'étranger occupe une position sociale dont, je dirais, le caractère éminent est celui de la mobilité, pour Simmel, comme celle-ci lui échoua au sein d'un groupe circoncis. C'est en elle que vit cette synthèse de proximité, de distance, qui constitue la position formelle de l'étranger. Car ce qui est, je dirais, parfaitement mobile, vient éventuellement en contact avec chaque élément particulier, mais n'est lié organiquement à aucun d'eux par des relations fixes de parenté, de voisinage ou de profession. Alors même si certains effectivement vivent une vie tout à fait, je dirais, de nabab, il en convient qu'une bonne partie des populations se retrouve face à, je dirais, à une crise économique dont ils doivent subir de plein fouet et dont les conséquences sont éparses effectivement quand ils sont occupés par d'autres problématiques que le chômage, la création d'emplois et qu'ils doivent au demeurant gérer des situations, je dirais, de crise identitaire, surtout quand on sait que dans certains secteurs, il y a une disparité de l'État-nation. Alors on associe donc volontiers l'idée de cosmopolitisme avec quelque chose de l'ordre de la fluidité, de la capacité à se couler, et voire même à s'approprier des règles et des normes qui s'écartent des socialisations primaires. Ainsi, selon Tarius, la capacité de se situer entre eux, ou même entre eux, de contourner tout ce qui fait frontière ou fidélité à un lieu de sédentarité, joue chaque fois un rôle déterminant dans le succès. Aussi, les nomades, qu'ils soient des nomades, je dirais des nomades financiers comme des nomades identitaires, ne cessent-ils de se rencontrer, de se prêter main forte pour mieux englober, circuler et tirer richesse du passage à travers ce qui bloque les autres. Les frontières entre États les plus hardis, mais surtout des frontières entre différents mondes identitaires, entre différents univers de normes de valeurs. Et nous avons en cas d'espèce aujourd'hui en Europe, je dirais, le groupe de Visegrad, qui est l'exemple, je dirais, probant d'une faillite du mondialisme ultra-capitaliste et libéral. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui, effectivement, de ce nomade de pouvoir tirer des fonds de l'extérieur, n'ayant plus de contrôle lors du transfert et pouvant devenir ce que j'appelle un think tank dans un pays étranger? La mondialisation est un élément où le cosmopolitisme est un élément qui lui garantit effectivement toute forme de réussite.
Alors une approche plus problématisante de la question nous conduit à penser, je dirais, que l'étude de ces migrants nomades transnationaux autorise un double éclairage de l'objet sociologique selon que l'on choisisse de mettre l'accent sur l'expression et la production d'une identité cosmopolite contre l'identité nationale et que l'on s'intéresse aux modalités par lesquelles ces migrants décrivent le monde social et s'organisent ou organisent leur activité sur la base de différences culturelles. Alors, quel est le débat finalement? Nous avons d'un côté l'analyse porte, je dirais, sur les formes migratoires qualifiées de nomades. Elle rend compte ce que Peraldi a appelé à la fin, je dirais, des norias organisés par les États émetteurs et destinataires dans la gestion d'une organisation fordiste du travail, et de ce que Tarius résume en disant des migrants qui ne sont désormais ni d'ici, ni de là-bas, mais d'ici et de là-bas à la fois. Il s'intéresse tout particulièrement à l'expérience propre et procure l'acte migratoire, aux compétences ou au savoir circuler qui s'en dégagent à la capacité des migrants à traverser des univers, des normes structurées par des pouvoirs locaux dont les ordres reposent sur une organisation, des identités sédentaires. Alors l'autochtone ou l'assimilé, l'ancien migrant en voie d'intégration, mais faisant toujours l'objet d'une stigmatisation qui parfois, dans la plupart des cas, est revendiquée, elle se propose d'écrire une histoire autre de la présence des migrants, en montrant comment ceux-ci ont su prendre, je dirais, certaines distances, effectivement, avec peut-être des sociétés d'accueil, pour développer des activités commerciales et construire finalement des affiliations multiples. Enfin, je dirais même, elle souligne l'émergence des rapports sociaux originaux et dégage le caractère civilisationnel de ce que j'appellerais la différenciation, c'est-à-dire l'indifférenciation ethnique, qui produit, je dirais, à long terme, une absorption de l'endroit où ils sont. Alors, cela, bien entendu, bouleverse l'ordre des hiérarchies de l'identité locale, produit une harmonie commerciale et financière des mondes de l'altérité sous forme d'une identité cosmopolite du migrant, garantissant, bien entendu, une certaine forme de mondialité commerçante et globale. Et réhabilite, bien entendu, par là, la figure je dirais paradigmatique de l'étranger dont la mobilité, la liberté, celle notamment qui consiste à se dégager de l'emprise normative des États-nations, devenant finalement des enclaves extérieures et qui constituent, je dirais, les caractéristiques formelles, qu'on pourrait même qualifier comme factuelles. Alors de l'autre côté, on met l'accent sur le fait que les activités exercées par ceux qui parcourent les territoires circulatoires, puisque c'est comme cela aujourd'hui que certains oligarques de la haute finance et du mondialisme et du cosmopolitisme financier voient certains pays en fonction des parts de marché, en fonction des gains qui leur sont, je dirais, leur sont possibles de faire dans telle ou telle partie du monde, et ne participent pas moins activement, comme le rappelle par exemple Streifenard, au marquage ethnique des espaces urbains. Mais aussi la manière de décrire comme faisant partie d'un monde cosmopolite repose paradoxalement sur des usages constants de caractéristiques, ou voire même de catégories ethniques et religieuses lorsqu'il s'agit de les qualifier. Eux-mêmes se qualifient comme étant, je dirais, en se singularisant d'une façon différente. Alors, ainsi,
je pourrais déterminer qu'on citera comme exemple la manière dont les entrepreneurs migrants construisent une certaine confiance avec le marché à la réalisation de leur activité commerciale en s'appuyant sur des réputations qu'ils peuvent elles-mêmes, je dirais, reposer. En l'absence, bien entendu, d'autres informations sur de putatives appartenances ethniques. C'est alors comme décrit par exemple Mamung, sur la base de qualités attribuées au groupe de choix et de partenaires, s'effectue en vue d'établir une coopération économique avec des groupes étrangers dans des pays dont pour la plupart peuvent être des ressortissants ou font allégeance pour des raisons d'idéologie ou de politique ou de religion. En fait, si l'on se contente pas de soutenir que l'on cesse d'être ethnique et que l'on accède au cosmopolitisme tout en gardant son identité, à partir de là, on devient ce que j'appelle mobile. On s'attache à une fonction irrationnelle, une fonction idéologique, voire religieuse, ce qui est un garde-fou pour s'intégrer ou s'assimiler dans un état dans lequel on fait des affaires. Alors que l'on entre, je dirais, par quelque porte que ce soit, d'ici ou de là-bas, banlieue française, quartier stigmatisé, de grands centres urbains, carrefour de routes migratoires, comptoirs, bled ou autres régions reculées du monde, dans les territoires circulatoires où se fabrique, se structure, se perpétue la figure de l'étranger, sans attache nationale contraignante et sans une ethnicité du moment dans le pays dans lequel il se trouve. Mais qu'on se donne pour objet le compte-rendu de situations concrètes dans lesquelles les entrepreneurs migrants se donnent à voir, je dirais, il est possible de produire une phénoménologie de l'espace marchand, du bazar comme région morale, pouvant nous éclairer sur les effets sociaux des activités engendrées par cette forme migratoire inscrite en marge du salariat. On pourrait considérer comme le salariat traditionnel. Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra discuter de l'intérêt et de la pertinence éventuelle de faire appel à la notion de cosmopolitisme, pratique de moyens pour garantir la conservation de son identité idéologique ou religieuse d'origine, comme catégorie d'analyse pour signaler l'émergence d'une nouvelle figure de l'étranger ne l'étant plus grâce au marché, dans une cité qui finalement, au fond, n'a plus lieu d'être. Alors, je ne vais pas continuer plus longtemps. Je voulais faire justement une petite explication des passerelles qu'il peut y avoir entre moins de frontières, moins de salariat traditionnel et plus, je dirais, de politique entrepreneuriale qui garantissent l'intégration économique dans des États et moins d'intégration, je dirais, nationale. C'est, à mon sens, une des ambiguïtés du capitalisme cosmopolitique et, je dirais, libéral. Certains se masquent ou se voilent la face en ne comprenant pas qu'il y a effectivement une passerelle, voire même plusieurs, et des relations de cause à effet. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le cosmopolitisme, aussi bien d'un grand leader comme Gap, comme dans le passé Benetton le fut, souscrit effectivement à l'individu venant de l'étranger, n'ayant plus d'efforts à faire vis-à-vis du pays dans lequel il vit, et seule l'intégration est économique, tout en gardant bien entendu son identité d'origine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette chronique, je l'espère pas trop longue.
Et je vous dis à la prochaine chronique.